Ces mots résonnent encore dans mes oreilles. Une voix qui refuse d'être oubliée. Je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans, et ce que je vais vous raconter maintenant est un secret que j'ai gardé enfermé en moi pendant 35 ans, que je n'ai jamais partagé avec personne. Ce soir-là, 3 jours après les funérailles d'Henri, quand j'ai ouvert le coffre-fort, ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a blessé si profondément que je me suis effondrée sur les genoux et j'ai pleuré pour la première fois de mes 50 ans de mariage. J'ai crié, un cri si violent que ma voisine, Madame Rousseau, est venue frapper à ma porte. Mais je ne l'ai pas laissée entrer, je ne pouvais pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'en 50 ans, j'avais vécu avec un homme que je ne connaissais pas. Que contenait le coffre-fort, vous demandez-vous? Ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas des bijoux, ce n'était pas non plus des documents bancaires. Il y avait des centaines de photos, des lettres, des mots d'amour, et le nom d'une femme se répétait sans cesse, Isabelle. Henri avait une autre famille, une autre femme, et je n'en savais rien. Mais avant de vous raconter cela, je dois vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Comment ai-je pu être aveugle pendant 50 ans? Comment n'ai-je pas vu les signes? Et surtout, qu'ai-je fait après avoir ouvert ce coffre-fort? Parce que cette histoire ne parle pas seulement de trahison. Elle ne parle pas d'une femme qui souffre en silence. Cette histoire parle d'une femme qui renaît à 68 ans. Parfois des destructions les plus profondes naissent les commencements les plus puissants, n'est-ce pas? Avez-vous déjà été trahi aussi profondément par quelqu'un en qui vous aviez confiance? Avez-vous vécu avec quelqu'un pendant des années sans vraiment le connaître? Écrivez-moi dans les commentaires, je veux lire vos histoires. Et si cette ouverture vous a captivé, appuyez sur le bouton j'aime pour que nous puissions toucher plus de femmes. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est peut-être aussi la vôtre. Il y a 45 ans, 1979. Pour que vous compreniez tout correctement, je dois remonter dans le temps. À l'année 1979. J'avais 23 ans à l'époque. Nous vivions à Chantilly, au nord de Paris, une petite ville célèbre pour son château historique. Les touristes venaient, visitaient le château, regardaient les courses de chevaux et rentraient à Paris le soir. Mais moi, je restais ici, dans cette ville silencieuse, avec Henri. Ou plutôt, dans l'ombre d'Henri. Cette année-là, j'étais enceinte. Amélie grandissait dans mon ventre, notre premier enfant. Et le soir, au lit, je posais ma main sur mon ventre en pensant que tout changerait avec ce bébé. J'imaginais qu'Henri serait plus proche de moi, qu'il me verrait, qu'il me parlerait. Comme j'étais naïve. En février 1979, Amélie est née. Il était 3 heures du matin. L'hôpital Saint-Vincent était à 100 lits. L'accouchement a été long, douloureux. La sage-femme était à mes côtés, tenant ma main. « Tu vas bien, Madeleine? Encore un peu, encore un peu. » Henri était dans le couloir, assis, lisant le journal, n'attendant pas vraiment. Quand ils m'ont mis Amélie dans les bras pour la première fois, le monde s'est arrêté. Elle me regardait avec son petit visage rouge et en colère. Ses cheveux étaient bouclés et bruns comme ceux de ma mère. Ses doigts étaient si petits que je n'y croyais pas. Voilà, ai-je pensé. Voilà le sens de ma vie, ce petit être humain. L'infirmière a appelé Henri pour qu'il entre. Il est venu, a regardé le bébé. A-t-il souri? Peut-être. Ou peut-être a-t-il juste tordu ses lèvres par politesse. « C'est une fille, dit-il. » Il y avait de la déception dans sa voix. « Oui, dis-je. N'est-elle pas belle? » « Oui. » C'est tout. Il a caressé sa tête, puis s'est retourné et est parti. J'ai besoin de prendre l'air. Il est revenu 3 heures plus tard. Sa bouche sentait la cigarette. Ses yeux étaient fatigués, mais d'une fatigue différente. Comme s'il était fatigué, non pas du manque de sommeil, mais d'autre chose. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Mais je ne voulais pas le comprendre. Je l'ai poussé dans un coin de mon cœur. Je l'ignorais. Henri n'était pas heureux. Il ne voulait pas d'une fille. Ou peut-être ne voulait-il pas d'enfant du tout. Ou peut-être ne nous voulait-il pas. Quand nous sommes rentrés à la maison, dans notre petit appartement de la rue de Conténable, la vie est revenue à la routine. Je me suis occupée du bébé. La nuit, quand elle pleurait, je me levais, la laitais, la remettais dans son berceau et la rendormais. Henri ne s'est jamais levé. « Tu es fatiguée, Madeleine. Tu le fais mieux. » Le matin, il partait au travail. Le soir, il rentrait. Il mangeait. Il regardait la télévision. Il se couchait. Les week-ends,
Des amis de la banque. On joue au golf, disait-il. Il partait. Il rentrait le soir, parfois très tard. Le golf a duré longtemps, disait-il. Y ai-je cru? Je voulais y croire, parce que si je n'y croyais pas, qu'allais-je faire? Où allais-je aller? Avec un bébé, sans argent, sans profession? Amélie a grandi. Elle a eu 1 an. Elle a fait ses premiers pas. Son premier mot fut « maman ». J'ai essayé de lui apprendre à dire papa à Henri, mais Henri n'était pas souvent à la maison pour qu'elle l'apprenne. En 1982, nous avons déménagé à Senlis. Une plus grande ville, Henri avait eu une promotion. Il était devenu directeur régional. Nous avons acheté une maison à 2 étages avec un jardin. « Vous serez plus à l'aise maintenant », avait-il dit. À l'aise? J'étais plus seule. Dans la nouvelle ville, je ne connaissais personne. Amélie était à l'école, j'étais seule à la maison. Ménage, lessive, cuisine, jardin, les jours passaient ainsi. Jusqu'au jour où ma voisine, Madame Rousseau, a frappé à la porte. « Madeleine, nous sommes quelques femmes du voisinage qui nous réunissons tous les mercredis. Nous prenons le thé, nous discutons. Viendras-tu ? Pour la première fois, quelqu'un me voulait. Pour la première fois, j'étais visible. Je viendrai, dis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire est apparu sur mon visage. Ces mercredis sont devenus ma bouée de sauvetage. Madame Rousseau, Madame Petit, Madame Laurent, elles étaient toutes mariées, toutes femmes au foyer, et toutes seules d'une certaine manière. Nous parlions de mariage, ou plutôt, nous n'en parlions pas. Nous tournions autour. Mon mari n'est pas souvent à la maison, disait Madame Petit. Le travail est très chargé. Le mien aussi, disais-je. Et nous nous regardions dans les yeux sans en dire plus. Parce que dire certaines choses à haute voix les rend réelles. En 1986, j'ai ouvert une boutique de fleurs. C'était mon idée, ma décision seule. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose sans demander à quelqu'un d'autre. C'était un petit local, rue du Chaharet, au centre de Senlis. Le jour où j'ai accroché l'enseigne Fleurs de Madeleine sur la vitrine, je me souviens que mes mains tremblaient, mais elles tremblaient de fierté. Henri ne s'est pas opposé. Il semblait même content. Bonne idée, comme ça tu ne t'ennuieras pas à la maison. S'ennuyer à la maison, comme si c'était ça le problème. La boutique a marché. Les gens sont venus. Mariage, funérailles, Saint-Valentin, fête des mères. Les fleurs étaient toujours nécessaires. Et je faisais du bon travail. Soigné, créatif, beau. Mais surtout, pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit qui m'appartenait. Le matin, j'y allais. Le soir, je rentrais. Je parlais avec les clients, je les écoutais. Ils riaient. J'étais vue. Henri s'en souciait-il ? Je ne pense pas. En fait, il semblait soulagé. Quand j'étais occupée, il était plus libre. Il a commencé à rentrer tard le soir. « Heure supplémentaire », disait-il, « il y a de nouveaux projets à la banque. » Une fois, j'ai remarqué qu'il y avait une odeur de parfum sur sa veste. Un parfum de femme, doux, fleuri, une odeur que je n'utilisais pas. « Henri, dis-je, ta veste sent le parfum. » Mon cœur battait vite, mes mains ont commencé à transpirer. Il s'est arrêté un instant, puis il a dit calmement « Il y a une nouvelle secrétaire à la banque, je lui ai serré la main. Ça doit venir de son odeur. » Ah, d'accord. Y ai-je cru ? Non, mais j'ai fait semblant d'y croire. Parce qu'accepter la vérité signifiait la fin de tout. Les années ont passé ainsi. 1987, 1988, 1989. Je travaillais dans ma boutique de fleurs. Henri à la banque. Amélie grandissait. Elle réussissait à l'école. Elle avait des amis. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille normale. Mais à l'intérieur vivaient 3 étrangers. Sous le même toit, mais dans des mondes séparés. Puis, en octobre 1989, tout a changé. Ce jour-là, Henri est rentré tôt du travail. Il avait une grande boîte en carton dans les mains. Un bruit métallique en sortait. « Madeleine, je vais installer un coffre-fort à l'étage. » « Un coffre-fort ? Pourquoi faire ? » « Des documents de la banque, des choses importantes. Il faut un endroit sûr à la maison. »« D'accord, » dis-je. J'ai trouvé ça étrange, mais je ne me suis pas opposée. Les époux se font confiance, n'est-ce pas ? Le lendemain, des bruits sont venus du bureau à l'étage. Perceuse, marteau, grincement de métal.
Je suis montée. Henri était en train d'installer le coffre au mur. Il avait l'air gris, lourd, froid. « Tu veux de l'aide » ai-je demandé. « Non, » dit-il. C'est sorti sèchement. « Je vais me débrouiller. » Le soir, il avait fini. Le coffre était là, solide. Il y avait un verrou à code électronique dessus. 4 chiffres. « Henri, dis-je, tu vas me donner le code en cas d'urgence ?» Non. Le mot est sorti tranchant comme un couteau. Il s'est tourné vers moi. Il y avait de la colère dans ses yeux. Ou de la peur. Ça pouvait être les deux. « Madeleine, ce coffre m'appartient. Les choses à l'intérieur sont confidentielles. Ne t'en mêle pas. N'essaie jamais de l'ouvrir, tu as compris ?» J'ai dégluti. « Mais Henri, je suis ta femme. Si quelque chose t'arrive, il ne m'arrivera rien. Et tu ne toucheras pas à ce coffre. » Sa voix était si dure que j'ai reculé. Pour la première fois, j'ai eu peur de lui. Vraiment peur. « J'ai compris, » dis-je doucement. « Bien. » Et depuis ce jour, le coffre est resté là. Verrouillé, silencieux, secret. Henri a apporté un coffre-fort. Il l'a verrouillé. Il a dit « N'ouvre jamais ». Que feriez-vous à ma place? Seriez-vous curieux ou respecteriez-vous sa demande? Écrivez dans les commentaires. Les premières semaines, j'étais folle de curiosité. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Qu'y avait-il à l'intérieur? Était-ce vraiment des documents? Ou autre chose? Un jour, Henri était parti au travail. Je suis montée, je me suis approchée du coffre, j'ai regardé le verrou à code. 4 chiffres, de 0 à 9. 10 000 possibilités. J'ai essayé. Notre année de mariage, 1974. Non. L'année de naissance d'Amélie, 1979. Non. Aucun ne fonctionnait. J'ai abandonné. À quoi bon? Je ne pouvais pas l'ouvrir sans le code. Mais la curiosité a continué à me ronger. Des mois ont passé, des années ont passé. Le coffre est resté là. Je le voyais tous les jours. Pendant 35 ans, je l'ai vu tous les jours. 12 775 jours. Chaque matin en me réveillant, je savais qu'il était là. Gris, froid, silencieux. Il cachait quelque chose et je ne savais pas quoi. Quand j'entrais dans le bureau, il était là, sur le mur. Gris, froid, coupable. Oui, coupable, parce qu'il cachait quelque chose. Je le savais, je le sentais au fond de moi. Le comportement d'Henri est devenu plus étrange. Il rentrait de plus en plus tard, il faisait de plus en plus d'heures supplémentaires. Les week-ends, il disparaissait. « Golf », disait-il. Mais un jour, Madame Laurent a dit « Mon mari joue aussi au golf, peut-être a-t-il rencontré Henri ?» « C'est possible, » dis-je. « À quel club Henri joue-t-il » Je me suis figée. Je ne sais pas vraiment, je n'ai jamais demandé. Madame Laurent m'a regardée bizarrement, mais elle n'a rien dit. Ce soir-là, j'ai demandé à Henri « À quel club de golf joues-tu » ? « Chantilly Golf Club, pourquoi ?» Je me posais juste la question. « Ne pose pas trop de questions, Madeleine, je suis fatiguée. » Et la discussion s'est terminée. Mais le lendemain, un client est venu dans ma boutique. C'était un gentleman âgé. En parlant, il a dit « Je passais devant le Chantilly Golf Club. »« Vous y allez ?» ai-je demandé. « De temps en temps, pourquoi ?»« Mon mari y joue. Henri Beaumont. Le connaissez-vous » Le visage de l'homme a changé. J'ai vu quelque chose là. De la surprise? Du malaise? Henri Beaumont? Non, je ne pense pas. Ce club est petit, je connais tout le monde. Peut-être est-ce ailleurs. Mon cœur s'est accéléré. Je me trompe peut-être, dis-je rapidement. C'est peut-être un autre club. Mais je savais. Il mentait. Henri ne jouait pas au golf. Il n'avait jamais joué. Alors que faisait-il? Voulais-je connaître la réponse? En fait, non. Parce que si j'apprenais la réponse, je devrais accepter que ma vie était un mensonge. Et je n'étais pas assez forte. Pas encore. Arrêtez-vous une minute. En tant que femme de 68 ans, je veux vous dire quelque chose.
Si vous voyez de petits mensonges dans votre mariage en ce moment, si vous remarquez de petites incohérences, ne les ignorez pas. Les petits mensonges se transforment en grands secrets. Et 35 ans plus tard, vous vous retrouvez devant un coffre-fort verrouillé en pleurs. Écrivez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà senti que votre conjoint vous mentait? Qu'avez-vous fait? L'avez-vous ignoré ou l'avez-vous confronté? Les années 1990, les années silencieuses. Amélie a commencé le lycée. C'était une jeune fille intelligente, belle, rêveuse. Elle voulait devenir artiste peintre. « Maman, me disait-elle, je veux aller à Paris. Je veux étudier dans une école d'art. » « C'est une belle idée, disais-je. Mais intérieurement, je hurlais. « Ne pars pas, ne me laisse pas seule. Sans toi, que reste-t-il dans cette maison ?» Quand Henri a entendu les projets d'Amélie, il a haussé les épaules. « Si elle veut partir, qu'elle parte, mais je ne paierai pas. L'école d'art, c'est de l'argent gaspillé. » Amélie a pleuré. Je l'ai serrée dans mes bras. « Ne t'inquiète pas. Nous allons nous débrouiller ensemble. » Et nous nous sommes débrouillés. J'ai travaillé davantage dans ma boutique. J'ai pris des commandes supplémentaires. Je faisais des arrangements floraux tard dans la nuit. Mes doigts ont gonflé. Mon dos me faisait mal. Mais j'ai économisé. En 1995, Amélie est partie à Paris. Elle avait été acceptée à l'école des beaux-arts. Le jour où je l'ai mise dans le train, j'ai voulu pleurer de tout mon être. Mais j'ai souri. « Va, ma belle-fille, poursuis tes rêves. » Le train s'est mis en marche. Amélie a fait signe par la fenêtre et elle est partie. Quand je suis rentrée à la maison, le silence m'a étouffée. Henri n'était pas là, il avait une réunion de travail. Amélie n'était plus ici non plus. Seulement moi et ce coffre-fort verrouillé. Ce soir-là, je suis montée à l'étage. Dans le bureau, je me suis tenue devant le coffre. « Que caches-tu » ai-je chuchoté. « Que me caches-tu » Bien sûr, aucune réponse n'est venue. Mais à partir de ce moment, quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus seulement curieuse, je commençais à être en colère. Ce coffre se trouvait dans ma maison. Je le voyais, je m'en souvenais chaque jour, et je vivais avec l'existence de quelque chose dont je n'avais pas le droit de savoir. Ce n'était pas juste. Mais que pouvais-je faire? Les années ont continué à passer. Les années 2000 sont arrivées. Amélie est restée à Paris. Elle a commencé à travailler dans une galerie. Elle a pris son propre appartement. Elle venait rarement. J'ai agrandi ma boutique. J'ai embauché 2 employés. Les affaires allaient bien. J'économisais de l'argent. Henri a été promu à des postes plus élevés. Il gagnait plus, mais il était de moins en moins à la maison. « Je suis devenu directeur régional », dit-il un jour. « Je vais beaucoup voyager. » « Félicitations, dis-je, avec un enthousiasme que je ne ressentais pas. Les voyages ont commencé. Paris, Lyon, Marseille. Parfois, il n'était pas à la maison pendant 2 ou 3 jours. Il parlait au téléphone. « Oui, je suis en réunion. Je rappellerai plus tard. » Mais une nuit, il a oublié son téléphone sur la table. Et un message est arrivé. J'ai vu l'écran. « Peut-on se voir encore demain? Tu me manques. I. » Mon cœur s'est arrêté. I. Isabelle? Irem? Iris? Qui? Henri est sorti de la douche. Il a pris le téléphone, a regardé l'écran, a supprimé le message. Il ne m'a même pas regardé. « Henri ?» dis-je. Ma voix tremblait. « Un message est arrivé sur ton téléphone ?»« C'était pour le travail, » dit-il. « Ce n'est pas important. » Qui est I? Il s'est retourné. Il m'a regardé, froid, distant. « Madeleine, ne te mêle pas de ma vie privée. » « Ta vie privée? Tu es mariée avec moi. Ta vie privée est aussi ma vie. » « Non, Madeleine, ta vie, c'est ta boutique, tes amis,
tes fleurs. Ma vie m'appartient. Et il est sorti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé le plafond blanc, froid, accusateur. 35 ans de mariage. Et qu'étais-je? Juste quelqu'un qui reste à la maison, quelqu'un qui cuisine, qui nettoie, qui ne répond pas aux questions posées. Le lendemain, Madame Rousseau est venue à ma boutique. « Madeleine, tu n'as pas l'air bien. »« Je vais bien, » dis-je. « Je suis juste fatiguée. »« Tu es sûre? Si tu veux, on peut parler. » J'ai réfléchi un instant. Devais-je le dire? Devais-je raconter? Mais ensuite, la voix d'Henri m'est revenue à l'oreille. « Ne te mêle pas. »« Je vais vraiment bien, » dis-je. « Ne t'inquiète pas. » Et je me suis tue à nouveau. Mon silence allait durer 35 ans. 2018. La crise cardiaque. En mars 2018, Henri a eu une petite crise cardiaque. C'est arrivé au petit déjeuner. Nous étions assis à table, je servais le café. Henri a porté sa main à sa poitrine. Son visage est devenu blanc. Il me demandait de l'aide pour la première fois. Cet homme dur en face de moi avait la voix cassée. « Madeleine, » dit-il. Sa voix était forcée. « Hôpital. » J'ai appelé l'ambulance. Ils sont venus, ont mis Henri sur une civière. Nous sommes partis. Il est resté 3 jours à l'hôpital Saint-Vincent. Les médecins ont trouvé des blocages dans ses artères cardiaques. C'était grave, mais contrôlable. « Vous avez de la chance, monsieur Beaumont, » dit le médecin. « Vous êtes arrivé à temps. Mais maintenant, vous devez faire attention. Prenez vos médicaments régulièrement, ne stressez pas, évitez les aliments gras. » Henri a hoché la tête. « J'ai compris, docteur. » Le 3e jour où je lui ai rendu visite à l'hôpital, quelque chose s'est produit. Henri était allongé dans son lit, regardant par la fenêtre. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Pour la première fois depuis de longues années, j'ai pris sa main. Elle était chaude et elle tremblait. « Henri, » dis-je doucement, « n'aie pas peur, tu vas aller mieux. » Il a tourné la tête, m'a regardé. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose au bord des larmes. « Madeleine, » dit-il. Sa voix s'est brisée. « Je suis désolé. » Je me suis figée. Henri s'excusait-il? Après 40 ans? Désolé de quoi? J'ai presque chuchoté. De tout. Je n'ai pas été un bon mari. Je le sais. Tu ne méritais pas une telle vie. Ma gorge s'est nouée. Je ne savais pas quoi dire. C'étaient les mots que j'avais imaginés pendant des années. Mais maintenant, dans cette chambre d'hôpital, arrivant si tard, cela semblait insuffisant. C'est du passé, Henri, dis-je, seulement. Maintenant, concentre-toi sur ta guérison. Il a hoché la tête. Puis il a parlé à nouveau. Si quelque chose m'arrive, le coffre. Mon cœur s'est accéléré. Le coffre? Oui, si je meurs, ouvre-le. Mais je ne connais pas le code. Il a scruté mes yeux. Il calculait quelque chose intérieurement. 1704, dit-il. Le code est 1704. 1704, ai-je répété. Qu'est-ce que ça signifie? 17 avril 1984. Une date. Quelle date? Il a fermé les yeux. Un jour important. Henri, qui as-tu dans le coffre? Des documents. Le passé. La vérité. Il a ouvert les yeux, m'a regardé. Mais Madeleine, j'espère que tu n'auras jamais besoin de l'ouvrir. L'infirmière est entrée, a dit que l'heure de visite était terminée. Je me suis levée, j'ai serré la main d'Henri. Tu vas aller mieux, dis-je. Et quand tu rentreras à la maison, nous parlerons. Nous parlerons de tout. Mais nous n'avons pas parlé. Après être sorti de l'hôpital, Henri n'a jamais abordé le sujet. Moi non plus. Parce qu'une partie de moi avait peur. Peur d'apprendre la vérité. Peur que tout change. Parfois, la peur est plus forte que la curiosité. Et je vais vous demander quelque chose maintenant. Combien d'entre vous ont peur d'apprendre la vérité? Combien d'entre vous soupçonnent mais n'osent pas demander? Écrivez dans les commentaires. Avez-vous du courage ou non? Parce que laissez-moi vous dire, ne pas savoir fait parfois plus mal que savoir. Le bouton j'aime est juste en dessous. Appuyez dessus pour que cette histoire touche plus de femmes. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. 2018-2024, les dernières années. Henri s'est rétabli. Nous sommes rentrés à la maison. Il a pris ses médicaments, a fait un régime, a commencé à vivre plus lentement.
En 2020, la pandémie est arrivée. Le monde s'est arrêté. Henri a été forcé de prendre sa retraite. J'ai fermé la boutique. Nous étions tous les deux à la maison, enfermés l'un avec l'autre pendant des jours, des semaines. Le silence est devenu insupportable. Avant, je ne voyais pas. J'étais habituée. Maintenant, c'était différent. Henri regardait la télévision. Je travaillais dans le jardin. Le soir, nous nous asseyions face à face et mangions, presque sans parler. « Peux-tu me passer le sel ? » ?»« Tiens. » »« Merci. » Était-ce ça le mariage ? Après 46 ans, passer le sel était-il notre seule communication ? Amélie appelait de temps en temps de Paris par vidéo. « Maman, comment vas-tu ? Vous allez bien ? » ?»« Nous allons bien, ma fille, » dis-je. Je souriais. Je mentais. Parce que pouvais-je dire ? Ma fille, ton père et moi sommes deux étrangers vivant dans la même maison. Fin 2023, la santé d'Henri s'est à nouveau détériorée. Essoufflement, insuffisance cardiaque. Le médecin avertit « Soyez préparée, madame, son cœur est très faible. » En janvier 2024, c'était ses derniers jours. Il ne se levait plus du lit. Je restais assise à côté de lui, tenant sa main. C'était étrange, mais ces jours-là, je me sentais plus proche de lui. Quand la mort approche, les murs semblent s'écrouler. Une nuit, il a ouvert les yeux. Il m'a regardée. « Madeleine ? » ?»« Oui, Henri ? Souviens-toi du coffre, 1704. » Je m'en souviens. À l'intérieur, il y a une lettre pour toi. Lila. D'accord. Et pardonne-moi, si tu peux. J'ai commencé à pleurer. Pour la première fois, je pleurais devant Henri. Henri, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu caché de moi ? Mais il n'a pas répondu. Il a fermé les yeux et il s'est endormi. Une semaine plus tard, le matin du 17 février 2024, Henri ne s'est pas réveillé. Je suis allée près de lui, il ne respirait pas. Il n'avait pas de pouls. Il était parti. J'ai appelé l'ambulance, ils sont venus, mais ils ne pouvaient rien faire. Le médecin a établi le certificat de décès. Mes condoléances, madame. J'ai appelé Amélie. Ma fille, ton père est mort. Elle est arrivée quelques heures plus tard, nous avons pleuré ensemble. Mais c'était étrange. Dans mes larmes, il n'y avait pas que de la tristesse, il y avait autre chose. Du soulagement, de la liberté. Nous avons organisé les funérailles, une petite cérémonie silencieuse. Quelques anciens collègues de la banque, quelques voisins. Le prêtre a lu des prières. Nous avons enterré le cercueil. La terre retourne à la terre. Oui, et les secrets. Les secrets resteraient-ils aussi dans la tombe ? L'ouverture du coffret. 3 jours après les funérailles, Amélie continuait à rester avec moi. Nous ramassions ensemble les affaires de son père. Vêtements, chaussures, livres. « Maman, donnons tout ça, » dit Amélie. « Que ça serve à quelqu'un. » « D'accord, ma fille. » Quand nous sommes montés à l'étage, quand nous sommes entrés dans le bureau, Amélie a vu le coffre. « Maman, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Le coffre de ton père. » »« Depuis quand est-il là ? » ?»« Depuis 1989. Depuis 35 ans. » Ses yeux se sont agrandis. 35 ans ? Qu'y a-t-il dedans ? J'ai dégluti. Je ne sais pas. Mais maintenant, c'est le moment de le savoir. Tu connais le code ? Oui, ton père me l'a dit avant de mourir. 1704. Amélie s'est approchée du coffre. Puis elle m'a regardée. Tu es prête, maman ? Je ne l'étais pas, mais avais-je le choix ? Allez, dis-je. Nous nous sommes tenues toutes les deux devant le coffre. Amélie a posé sa main sur le panneau à code. 1, 7, 0, 4, dit-elle, lentement, en appuyant sur les touches. À chaque touche, mon cœur battait très vite. Maintenant, je devrais affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Un clic s'est fait entendre. Le coffre s'est ouvert. Nous avons tiré la porte, nous avons regardé à l'intérieur. Et ce que nous avons vu, mon Dieu, ce que nous avons vu a changé ma vie pour toujours. La première chose que j'ai vue, c'était des dossiers, marrons, vieux, à l'intérieur des centaines de photos. Je les ai pris avec mes mains, je les ai ouverts. La première photo était d'Henri, mais il y avait une autre femme à côté de lui, blonde, belle.
vêtue d'une robe blanche. Elle souriait, et Henri la regardait. C'était un regard tel que, en 40 ans, il ne m'avait jamais regardé comme ça. J'ai retourné la photo. Il y avait une écriture manuscrite. Isabelle et moi, Normandie, 17 avril 1984. 17 avril 1984. Dès que je l'ai vu, mes mains ont commencé à trembler. Le temps s'est arrêté pour moi. Je ne pouvais pas me reprendre. Je suis restée figée. Je ne pouvais pas respirer à cause des battements de mon cœur. Ma fille a dit « Maman, tu vas bien ?» Je me suis tue. Le code du coffre. Leur date. « Maman ?» La voix d'Amélie tremblait. « Qui est cette femme ?» Je ne sais pas. Ai-je chuchoté ? Mais je mentais. Je savais. Je le savais au fond de moi. J'ai sorti d'autres photos. Des dizaines, des centaines de photos. Henri et Isabelle, dans un café, à la plage, dans une chambre, partout. Et puis une photo avec un bébé. Henri tenait le bébé, Isabelle était à côté, tous les deux souriaient. Au dos, petit Jules, 3 mois, 1985. Jules, un enfant, le fils d'Henri. Mes jambes ont lâché. Je me suis effondrée par terre. Les photos se sont éparpillées partout. « Maman !» Amélie a crié. « Maman, tu vas bien ?» Mais je n'allais pas bien. Je n'avais jamais été bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris. Mes 50 ans de mariage étaient un mensonge. Henri avait une autre famille, une autre femme, un autre fils. Et moi je ne savais rien. Mon Dieu, ai-je gémi. Mon Dieu, comment n'ai-je pas su ? Amélie s'est effondrée par terre à côté de moi. Elle regardait les photos, les larmes coulaient sur ses joues. « J'ai un frère ?» chuchota-t-elle. « Un demi-frère ?» J'ai sorti d'autres choses du coffre. Des lettres d'amour. « Cher Henri, après hier soir, je t'aime encore plus. Mon Henri, Jules grandit, il te ressemble tellement. Mon amour, quand pourrais-je te revoir ?» Des dizaines de lettres. Pendant des années. De 1984 à 2010. Quelque chose s'était passé cette année-là. Les lettres s'étaient arrêtées. J'ai trouvé un avis de décès. Vieux, journal jauni. Isabelle Moreau, décédée le 12 mai 2010. Laisse derrière elle son fils Jules. Elle était morte. Isabelle était morte. Et Henri ne l'avait jamais dit. Même cette année-là, Henri avait été très silencieux. Il était en deuil. À côté de moi, dans notre maison, allongé dans notre lit. Il pleurait intérieurement pour une autre femme. « Je suis fatigué », disait-il. « J'ai beaucoup de travail. » Mais en fait, il était en deuil pour la femme qu'il aimait. Pas avec moi, avec quelqu'un d'autre. Au fond du coffre, il y avait une autre petite enveloppe. Mon nom était écrit dessus. Madeleine. Avec des mains tremblantes, je l'ai prise. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre. L'écriture d'Henri. J'ai commencé à lire. Arrêtez-vous 1 minute. 35 ans de secrets cachés dans un coffre verrouillé. Une autre femme, un autre enfant et une femme qui ne savait rien. Je vais vous demander quelque chose. Que pensez-vous qu'il y a dans cette lettre ? Des excuses ? Des explications ? Ou encore plus de mensonges ? Écrivez vos suppositions dans les commentaires. Et si cette histoire a capté votre attention, appuyez sur le bouton « J'aime » parce que dans la prochaine partie, vous apprendrez ce qu'il y avait dans cette lettre et ce que j'ai fait. Et croyez-moi, j'ai fait quelque chose que vous n'attendiez pas. Chère Madeleine, si tu lis ceci, c'est que je suis mort et que tu as ouvert le coffre. Maintenant, tu sais tout. Je ne sais pas par où commencer. Par des excuses ? Mais les excuses suffisent-elles ? Après 35 ans de mensonges ? Nous nous sommes mariés jeunes, sous la pression de mon père. Je ne te connaissais pas. Tu ne me connaissais pas. Et moi, je n'ai pas su t'aimer. Parce que je ne savais pas comment aimer. En 1984, j'ai rencontré Isabelle. Elle travaillait à la banque, elle était secrétaire. Elle m'a parlé, elle a souri,
Et moi, pour la première fois, j'ai ressenti un vrai lien. Pour la première fois, je me suis senti vivant. Était-ce mal? Oui, je le sais. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. En 1985, Jules est né, mon fils. Pour la première fois, j'ai ressenti un vrai bonheur. Mais toi et Amélie étiez à la maison. J'avais des responsabilités envers vous. Je n'ai pas pu partir. La religion, la famille, la société, tout était contre moi. J'ai vécu 2 vies. J'ai essayé de les tenir les 2. Stupidement. Égoïstement. Isabelle est morte en 2010. Cancer. Je suis allée la voir, j'ai été à ses côtés. Mais je n'ai pas pu te le dire. Comment aurais-je pu le dire? Jules a maintenant 40 ans. Il est devenu un homme bien. Mais lui non plus ne connaissait pas la vérité. Je ne lui ai jamais parlé de ton existence. Je lui ai aussi menti. Madeleine, tu étais une bonne femme. Fidèle, travailleuse, forte. Je ne te méritais pas. Et pour la douleur que je t'ai causée, je suis impardonnable. Mais je veux te demander une chose. Ne blâme pas Jules. Il est innocent. Ne blâme pas Amélie. Elle aussi est innocente. Le seul coupable, c'est moi. J'espère qu'un jour tu me comprendras. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Mais même si tu ne comprends pas, si tu ne pardonnes pas, je comprendrai. Adieu, Madeleine. J'espère que tu es maintenant libre. J'espère que tu seras heureuse maintenant. Henri. J'ai fini la lettre. Mes mains tremblaient. Les larmes sont tombées sur le papier, ont brouillé l'encre. J'ai cru bêtement à tout. Combien j'ai été trompée. Comment n'ai-je pas remarqué? Amélie pleurait silencieusement à côté de moi. Maman, qu'allons-nous faire? J'ai pris une profonde respiration. L'intérieur de mon nez était en feu, mon visage était gonflé. Je ne sais pas, ma fille, je ne sais pas. Mais quelque chose a changé en moi. La tristesse, la colère, la trahison, tout était mélangé. Mais le plus fort, était une détermination. Je ne resterai plus silencieuse. Je n'allais plus ignorer. Je n'allais plus me sentir petite. Henri était parti, mais j'étais toujours vivante. Et mon histoire n'était pas encore terminée. J'ai lu la lettre une 3e fois, peut-être une 4e. Les mots n'ont pas changé, mais leurs significations ont ouvert des blessures plus profondes à chaque fois. Tu étais une bonne femme. Au passé, comme si je ne l'étais plus. Ou comme si être bonne n'avait pas suffi. Je n'étais pas assez intéressante, pas assez vivante. Amélie était assise en face de moi, les genoux repliés contre sa poitrine, les yeux rouges. « Maman, veux-tu trouver ce Jules ?» Je ne sais pas. Papa ne lui a pas parlé de notre existence, donc lui non plus ne sait pas que nous existons. Oui. Alors peut-être devrions-nous l'appeler, parler? J'ai levé la tête. Pourquoi? Que dirons-nous? Bonjour, je suis la vraie femme de ton père? Maman! Non, Amélie. J'ai vécu 50 ans avec cet homme. J'ai nettoyé pendant 50 ans, j'ai cuisiné, je suis restée fidèle. Et qu'est-il arrivé? Il vivait une autre vie avec une autre femme. Il avait un autre fils. Il ne me l'a même pas dit. Ma voix montait. Pour la première fois, je me mettais en colère devant Amélie. Pour la première fois, je perdais le contrôle. Pourquoi devrais-je le trouver? Pourquoi devrait-il aussi connaître ma vie? Henri n'a dit la vérité à aucun d'entre nous. Peut-être devrait-il en rester ainsi? Amélie s'est tue, puis elle a parlé lentement. Maman, je comprends ta colère. Mais Jules est mon demi-frère. J'ai un lien de sang avec lui. Et peut-être qu'il veut aussi savoir. Peut-être qu'il vit aussi dans le mensonge. Je me suis arrêtée. C'était vrai. Jules avait 40 ans. Toute sa vie, il avait pensé qu'il était le seul enfant d'Henri. Mais il ne l'était pas. Il avait une sœur, Amélie. Alors que ferons-nous? Ai-je demandé. Comment allons-nous le trouver? Amélie a sorti son téléphone. Nous connaissons son nom. Jules Moreau, 40 ans. Il vit probablement près de Paris.
Elle a commencé à taper avec ses doigts. Facebook, LinkedIn, Google. Quelques minutes plus tard, elle s'est arrêtée. Je l'ai trouvé. Mon cœur s'est accéléré. Où? Sur LinkedIn. Jules Moreau, 40 ans, architecte, vit à Paris. Elle m'a montré le téléphone. J'ai regardé l'écran. Il y avait une photo de profil. Un homme. Cheveux noirs, basanés, lunettes à monture, regard sérieux. Et il ressemblait à Henri. La structure de la mâchoire, les sourcils, la bouche, tout était Henri. Mon Dieu, ai-je chuchoté. Il ressemble exactement à ton père jeune. Amélie regardait aussi. Oui, il ressemble à mon frère, mais il ressemble plus à papa. Une vague de douleur m'a frappée. Henri ressemblait-il plus à ce fils? L'aimait-il plus qu'Amélie? Était-il plus fier de lui? Envoie un message, dis-je. Ma voix était dure. Envoie-le maintenant. Qu'est-ce que j'écris? J'ai réfléchi. Que pouvait-on écrire? Comment pouvait-on expliquer une telle chose? Écris ceci. Bonjour Jules, je m'appelle Amélie. Je suis ta demi-sœur, nous devons parler. Urgent. Amélie a écrit. Envoyé. Voilà, c'est parti. Maintenant quoi? On va attendre. Nous avons attendu. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis le téléphone a sonné. Message. Amélie a lu. Mon Dieu, es-tu réel? Mon père n'a jamais parlé de ton existence. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler maintenant. Il avait donné un numéro de téléphone. Amélie m'a regardé. Tu vas appeler? Non, toi, appelle. J'écouterai. Amélie a appelé le numéro. Elle a mis le haut-parleur. Sonnerie. 1, 2, 3. Allô? Voix d'homme, profonde, tremblante. Bonjour Jules, c'est Amélie. Mon Dieu, es-tu vraiment toi? Comment est-ce possible? Longue histoire. Mais en bref, notre père Henri Beaumont est mort il y a quelques jours, et quand ma mère et moi avons ouvert son coffre, nous avons découvert ton existence. Silence. Puis une profonde respiration. Il est mort? Mon père est mort? Oui, je suis désolée. Je ne savais pas. Nous n'avions pas de contact depuis des années. Après la mort de ma mère en 2010, papa s'est éloigné, il appelait rarement. Ces 5 dernières années, nous n'avons eu aucun contact. En 2010, ta mère est morte cette année-là? Oui, Isabelle Moreau, d'un cancer. Amélie m'a regardée. Nos yeux se sont remplis de larmes. Jules, dit Amélie, notre mère est toujours vivante, Madeleine. Elle est ici aussi, elle t'écoute. Mère? Papa avait une autre femme? Oui, sa première femme. Nous sommes mariés depuis 1974. Enfin, ils étaient mariés. Mon Dieu, sa voix s'est brisée. Mon Dieu, je l'ai jamais su. Papa me disait qu'il n'y avait personne d'autre que ma mère. Il disait que nous étions seuls. Tu ne le savais pas non plus. J'ai parlé pour la première fois. Toi aussi tu as vécu dans les mensonges. Vous êtes Madeleine? Oui. Je suis vraiment désolée. Je ne savais rien. Papa ne m'a jamais rien dit. Je sais. Il ne nous a pas parlé de toi non plus. Nous avons tous les deux été trompés. Silence. Puis Jules a parlé. Pouvons-nous nous voir? Je veux parler en face à face. Je dois comprendre. Je dois tout comprendre. Amélie m'a regardée. J'ai hoché la tête. Viens demain, à son lit, chez nous. Parlons. D'accord. Je serai là demain. Envoie l'adresse, s'il te plaît. Amélie a renvoyé l'adresse. Nous avons raccroché. Nous nous sommes regardés. Il viendra demain, dit Amélie. Oui. Tu es prête, maman? Non, mais je le choix. Je veux que vous sachiez ceci. Demain, quand cette porte frappera, je serai confrontée au fils de la maîtresse de mon mari, à une partie d'une vie que je ne connaissais pas. Et vous? Que feriez-vous si vous rencontriez l'enfant secret de votre conjoint? L'embrasseriez-vous? Le rejetteriez-vous? Écrivez dans les commentaires. Et quand nous avons parlé avec lui, ce que j'ai appris a montré à quel point la trahison d'Henri était profonde. Le lendemain, je n'ai pas pu prendre de petit déjeuner le matin. Mon estomac était nauséeux. J'ai fait du café, mais je n'ai pas pu le boire. Amélie semblait aussi tendue. Maman, que lui dirons-nous? Je ne sais pas. Nous raconterons la vérité. Il nous racontera aussi la vérité. Ensuite, nous verrons. Je pense que c'est quelqu'un de bien, dit Amélie. C'est ce que j'ai ressenti au téléphone. J'espère, parce que sinon, s'il ressemble à son père... Je n'ai pas pu finir la phrase. À 3 heures, on a frappé à la porte. Mon cœur battait dans ma poitrine. Je me suis levée. Je suis allée à la porte.
J'ai pris une profonde respiration. J'ai ouvert. Devant moi se tenait un homme grand. 40 ans, cheveux noirs, lunettes. Il portait un costume, il avait un bouquet de fleurs dans les mains. Et son visage était Henri, exactement Henri. « Madeleine ?» dit-il. « Oui, je suis Jules. » J'ai dégluti. « Bonjour Jules. Entre. » Il est entré. Nous sommes passés au salon. Amélie s'est levée. Ils se sont regardés. 2 demi-frères et sœurs. 2 morceaux de 2 vies, d'un père, même sang, monde différent. Pour la première fois, ils se tenaient dans la même pièce. « Bonjour » dit Jules. « Bonjour » dit Amélie. Puis, ils ont fait quelque chose que je n'attendais pas. Ils se sont embrassés. Amélie a commencé à pleurer. Jules aussi. « J'ai un frère » dit Amélie. « J'ai un frère. »« J'ai une sœur » dit Jules. « J'en ai toujours voulu une. » Je me suis assise. Mes jambes ne me tenaient pas. Regardez cette scène étrange, douloureuse mais belle, était très lourde. Nous nous sommes assis tous les 3. Jules m'a donné les fleurs. Pour vous, je suis vraiment désolée, pour tout. Tu n'as rien fait, dis-je, tu es aussi une victime. Mais quand même, ce que mon père vous a fait, c'est impardonnable. Non, c'est impardonnable. Silence. Puis, Jules a commencé à parler. Laissez-moi vous raconter la vérité que je connais. Peut-être qu'en la combinant avec la vôtre, nous verrons l'image complète. Raconte, dis-je. Jules a pris une profonde respiration. Quand je suis née, mon père me disait que ma mère était son seul amour. Il n'y avait personne d'autre. Nous n'étions que nous 3. Mais mon père ne vivait pas dans notre maison. Il est en voyage d'affaires, me disait ma mère. Papa travaille beaucoup, c'est pourquoi nous ne le voyons pas beaucoup. Enfant, j'y croyais. Mais en grandissant, j'ai commencé à questionner. Pourquoi mon père ne reste-t-il jamais chez nous? Pourquoi vient-il 1 ou 2 jours par semaine? Pourquoi notre famille n'est-elle pas comme celle de mes amis? Un jour, à 14 ans, j'ai demandé à ma mère. « Maman, pourquoi papa ne vit-il pas avec nous ?» Ma mère a pleuré. « Parce qu'il a une autre famille, Jules. Mais il t'aime aussi. Il nous aime aussi. C'est juste compliqué. » Ce jour-là, ma vie a changé. J'ai compris que ma normalité n'était en fait pas normale. Mon père avait une autre vie. « Qui sont-ils » ai-je demandé. « Je ne sais pas » dit ma mère. « Il ne me l'a jamais dit. Il a juste dit qu'il avait une femme et une fille. J'ai une sœur ? Oui. Tu connais son nom ? Non. Papa ne l'a pas dit. » À partir de ce jour, j'ai détesté mon père. Chaque fois qu'il venait, j'étais froid. « Pourquoi es-tu venu ?» disais-je. « Va avec ton autre famille. » Papa restait silencieux. Il n'a jamais donné d'explication. Il disait juste « Je suis désolé, Jules. » En 2010, ma mère est morte, cancer. Dans ces derniers mois, papa venait tous les jours. Il restait à ses côtés, il tenait sa main. Et avant que ma mère ne meure, elle a dit quelque chose à papa. « Tu es libre maintenant, Henri. Va vers ta vraie famille. » Papa a pleuré. « Toi et Jules êtes ma vraie famille, dit-il. » Mais maman a souri. C'était un sourire amer. « Non, nous ne le sommes pas. C'était toujours les autres. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai aimé, c'est suffisant. » Et elle est morte. Papa a disparu après les funérailles. Il n'appelait plus. Il venait 1 ou 2 fois par an. Nous ne parlions pas beaucoup, juste « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, bien. » En 2019, je l'ai vu pour la dernière fois. Papa, ai-je dit « Ton autre famille existe-t-il toujours ?»« Oui. »« Sont-ils avec toi ?»« Oui. Es-tu heureux avec eux ?» Il s'est arrêté. Il m'a regardé. « Je ne sais pas, Jules. Je ne sais plus maintenant. » Et il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Jules s'est tu. Les larmes dans ses yeux ont coulé sur ses joues. « Maintenant je comprends, dit-il. Votre père était aussi malheureux. Dans les 2, il était malheureux. Parce qu'il est impossible de vivre une double vie. Tu ne peux pas vraiment aimer 2 personnes. Tu n'aimes les 2 qu'à moitié. Ou aucune, dis-je. Peut-être qu'il n'aimait aucun d'entre nous. Il ne s'aimait que lui-même, son propre confort. » Jules a hoché la tête. « Peut-être. » Amélie est intervenue.
Jules, alors, ta mère était-elle heureuse? Avec toi? Avec moi, oui. Mais sans papa, non. Il manquait toujours quelque chose. Elle a toujours attendu. Elle a toujours espéré. Mais papa n'a jamais été complètement à elle. Le nôtre non plus n'était pas complètement à nous, dis-je. Son corps était ici, mais son âme était toujours ailleurs. Nous nous sommes tous les trois tus. 3 étrangers, mais 3 personnes partageant la même douleur. Puis Jules a dit quelque chose d'autre. Y avait-il autre chose dans le coffre? D'autres documents? Je ne sais pas, dis-je. Nous n'avons vu que les photos et la lettre. Peut-être y en a-t-il d'autres? Puis-je regarder? J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Viens. Nous sommes tous les 3 montés à l'étage, dans le bureau. Le coffre était toujours ouvert. Jules s'est approché, a regardé à l'intérieur. Il a mis sa main dedans, a sorti une autre enveloppe du fond, marron, épaisse. Qu'est-ce que c'est? Dit-il. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des documents officiels. Il a lu le premier. Son visage est devenu pâle. Maman? Amélie? Vous devez lire ceci. Il m'a donné le document. J'ai regardé dessus. Un document du notaire, daté de 1990. Testament d'Henri Beaumont était écrit. J'ai commencé à lire. Et ce que j'ai lu, mon Dieu, ce que j'ai lu a tout changé. Pendant que je lisais le testament, mes mains tremblaient. Chaque mot, chaque ligne approfondissait encore la trahison d'Henri. Moi, Henri Beaumont, en pleine possession de mes facultés mentales, je rédige ce testament. Je divise tous mes biens, mes économies bancaires, la maison de Senlis, les voitures et tous les autres actifs en 2 parts égales. 50% à mon fils Jules Moreau, 50% à ma bien-aimée Isabelle Moreau. À ma femme Madeleine Beaumont, je ne laisse rien, en dehors de la part légale obligatoire. Le papier est tombé de mes mains. Rien, ai-je chuchoté. Après 50 ans, rien. Mon monde s'est effondré. Il m'a trompée pendant des années, et qu'ai-je fait pour lui sinon être une bonne épouse? Amélie a pris le papier, l'a lu. Son visage est devenu rouge vif. Ce n'est pas possible. Maman, tu étais sa femme légale. Comment peut-il ne rien te laisser? Jules a aussi lu. Elle a pris sa tête dans ses mains. Mon Dieu, il ne vous a vraiment jamais aimé? Non, dis-je. Ma voix était étonnamment calme. Jamais. J'étais juste un devoir, une responsabilité, la pression de la société. Mais l'amour? Non. Jamais. Amélie est venue vers moi, m'a serrée dans ses bras. Maman, mais ce testament est ancien, de 1990. Peut-être qu'il l'a changé après? Peut-être qu'il y a un nouveau testament? Non, dit Jules, parce que ma mère est morte en 2010, et papa n'a rien mis à jour après, donc ce testament est toujours valable. Mais il n'a rien laissé à ta mère non plus, dit Amélie. Alors que va-t-il arriver à sa part? Jules a réfléchi. Je suppose qu'elle me revient. Si ma mère est morte, sa part me revient. Le silence s'est installé. Donc, dis-je lentement, donc, maintenant, tout est à toi? Jules m'a regardé. Il y avait de la culpabilité dans ses yeux. Je suppose, oui, techniquement. Amélie s'est levée d'un bond. Ce n'est pas juste. Maman a vécu avec cet homme pendant 50 ans. Elle s'est occupée de lui, à nettoyer la maison, à faire manger. Et elle ne recevra rien? Amélie, calme-toi. Non, maman, je ne peux pas me calmer. C'est trop injuste. Jules s'est levé. Amélie, tu as raison. C'est injuste. Et moi, je veux arranger ça. Nous l'avons tous les deux regardé. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. Je veux dire que l'argent de papa, la maison, tout, nous devons le partager équitablement. Toi et Amélie, vous avez autant de droits que moi. Peut-être plus, parce que papa vous a fait plus de mal. Non, dis-je. Le testament est en ta faveur. Légalement, c'est à toi. Légalement, oui, mais moralement, non. Je ne veux pas de cet argent. Ça me semble être de l'argent du sang. Jules, s'il te plaît, écoute-moi, Madeleine.
Toute ma vie, j'ai porté la honte de ce qu'a fait mon père. Ma mère l'a aussi porté. Nous étions la famille séparée, cachée, honteuse. Mais maintenant, je comprends. Vous étiez aussi comme ça. Sans le savoir, mais vous l'étiez. Nous sommes tous victimes. Amélie a commencé à pleurer. Mais nous ne te blâmons pas, Jules. Tu es aussi victime. Je sais, mais quand même. C'est ce qui est juste. Divisons tout en 3. Que ce soit équitable. Je me suis assise. Mes jambes ne me tenaient pas. Cet homme étranger, me montrait de la gentillesse. La gentillesse que son père ne m'avait pas montrée. Jules, dis-je, tu es quelqu'un de bien. Le contraire de ton père. Et la souris. C'était un sourire triste. Peut-être que je tiens de ma mère. Elle était quelqu'un de bien. Elle a juste aimé le mauvais homme. Ma mère aussi, dit Amélie doucement. Nous nous sommes regardés tous les 3. Et à ce moment, quelque chose s'est produit. Un lien né de la douleur, né de la trahison. Alors que ferons-nous ? Demanda Jules. Il y a le notaire, l'avocat, les procédures. Je ne sais pas, dis-je, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très fatiguée, très triste. Tout est trop lourd. Je comprends, dit Jules. Je vais partir. Mais pouvons-nous nous revoir ? Je veux dire, voulez-vous être une famille ou est-ce trop étrange ? Amélie s'est précipitée en avant. Non, ce n'est pas étrange. Tu es mon frère. Je veux te voir. Je veux te connaître. Jules a souri. Moi aussi, je veux te connaître. Ils m'ont tous les deux regardé. Manon ? J'ai pris une profonde respiration. Je ne sais pas. Tout est très frais. Tout fait mal, mais peut-être avec le temps. Je comprends, dit Jules. Pas de précipitation. Il s'est levé. Il a marché vers la porte, mais avant de partir, il s'est arrêté. Madeleine, je veux dire une chose de plus. Oui, je suis désolée. Au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom de nous tous, je suis désolée. Tu ne méritais pas ça. Ma gorge s'est nouée. Merci, Jules. Et il est parti. La porte s'est fermée. Amélie s'est assise à côté de moi. C'est quelqu'un de bien, maman, n'est-ce pas ? Oui, quelqu'un de bien. Il ne ressemble pas à son père ? Non, il ne lui ressemble pas du tout. Pourquoi Henri n'a-t-il pas fait ça ? Arrêtez-vous une minute, pensez à ça. Vous avez été la femme d'un homme pendant 50 ans, et dans son testament, il ne vous a rien laissé. Mais son fils, le fils que vous ne connaissiez pas, vous a rendu justice. La vie n'est-elle pas étrange ? Parfois, les étrangers se comportent mieux que la famille. Avez-vous vécu une telle expérience ? Partagez dans les commentaires et appuyez sur le bouton « J'aime » parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Maintenant, je vais vous raconter la dernière partie. Qu'ai-je fait de ce testament, de cette maison, de cet argent, et comment ai-je recommencé à 68 ans ? 3 mois plus tard, mai 2024. 3 mois se sont écoulés depuis la mort d'Henri. 3 mois passés avec des avocats, des notaires, des documents. Jules a tenu sa promesse. Il a tout divisé en 3. La maison, les économies, la voiture, tout. Équitable, égal, honnête. Amélie a pris sa part. Je vais ouvrir un nouvel atelier à Paris, maman, pour mon travail artistique. C'est bien, ma fille, tu seras très heureuse. Jules a aussi pris sa part. Je vais ouvrir un nouveau cabinet d'architecture. J'ai toujours voulu. Et moi ? J'ai vendu la maison de Senlis. Cette grande maison. La maison où j'avais vécu pendant 35 ans, mais que je n'avais jamais sentie comme un foyer. L'ombre d'Henri était dans chaque coin, l'odeur du mensonge dans chaque pièce. Non, je ne pouvais pas rester là. Avec l'argent, j'ai acheté un petit appartement à Chantilly. 1 étage, avec un balcon d'où on voit le château par les fenêtres. Un endroit qui n'appartient qu'à moi. La première nuit où j'y ai dormi, le silence était différent. Il n'était pas lourd, il était paisible. J'ai rouvert ma boutique de fleurs, mais cette fois différemment. Je l'ai appelée « Le nouveau départ de Madeleine ». Je ne vendais pas seulement des fleurs. Je donnais des cours d'arrangement floral aux femmes. Quel que soit votre âge, vous pouvez recommencer, leur disais-je. J'ai commencé à 68 ans. Vous pouvez aussi commencer. Les femmes sont venues. Jeunes, âgées, divorcées, veuves, malheureuses en mariage. Elles sont toutes venues. Et chacune avait son histoire.
Madame Dubois, mon mari m'a trompée pendant 30 ans. Maintenant, je suis seule, mais libre. Mademoiselle Leclerc, mon fiancé s'est enfui le jour du mariage. Mais je continue. Madame Fontaine, mon mari est mort, je suis seule, mais vivante. Nous faisions toutes partie du même club. Des femmes qui ont souffert, mais qui sont restées debout. Jules a commencé à venir nous rendre visite de temps en temps, 1 fois par mois. Nous buvions du café, nous parlions, Amélie venait aussi. Nous mangions ensemble tous les 3. C'était une famille étrange, une famille née de mensonges, mais façonnée par la vérité. Un jour, Jules a dit « Madeleine, je veux te demander quelque chose. » « Demande. »« As-tu pardonné à papa ?» Je me suis arrêtée. J'ai réfléchi. L'avais-je vraiment pardonné? Non, dis-je honnêtement. Je n'ai pas pardonné. Mais ce n'est plus important. Parce qu'il est mort. Et moi, je vis. Et je ne veux plus vivre avec de la colère. La colère est un fardeau lourd. Lâcher prise est plus facile. Lâcher prise, est-ce pardonner? Non. Lâcher prise, c'est oublier. Laisser le passé derrière. Regarder vers l'avenir. Jules a souri. Tu es forte, Madeleine. Non, je suis juste fatiguée de la colère. Je veux maintenant la paix. Et j'ai vraiment trouvé la paix. Lentement, jour après jour. Dans mon café du matin, dans mes fleurs, dans mes cours, dans mes sourires. J'avais 68 ans. Mes cheveux avaient blanchi. J'avais des rides sur le visage. Mes mains avaient vieilli. Mais mon âme était pour la première fois libre. 1 an plus tard, février 2025. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'Henri. Ce matin, je suis allée au cimetière, seule. Amélie était à Paris, Jules en réunion. Je me suis tenue devant la tombe d'Henri. C'était une simple pierre tombale. Henri Beaumont, 1955-1924. Nous n'avons rien écrit d'autre. Nous n'avons pas écrit « Marie bien-aimée ». Nous n'avons pas écrit « Tu nous manqueras ». Parce que ce serait un mensonge. Je suis restée là, je l'ai regardé, et j'ai parlé. Henri, cela fait 1 an. 1 an tu es mort. Et moi, je suis toujours ici, toujours debout, toujours forte. Tu m'as menti pendant 50 ans. Tu m'as trompé pendant 50 ans. Tu ne m'as pas vu pendant 50 ans. Mais sais-tu quoi, Henri? Finalement, tu m'as forcé à me voir. Parce qu'après ta mort, je me suis vue moi-même. Pour la première fois, j'ai regardé dans le miroir et j'ai vu Madeleine. Pas seulement la femme d'Henri, Madeleine. Et cette Madeleine est une femme forte, une femme qui a survécu, une femme qui a recommencé. Je ne te pardonne pas, mais je ne pense plus à toi non plus, parce que ma vie est plus grande que toi. Ma valeur est plus élevée que la tienne. Dors bien, Henri, avec tes secrets, tes mensonges, tes regrets. Moi, je vais continuer à vivre. Je me suis retournée. Je suis sortie du cimetière. Le soleil brillait, le printemps arrivait, les fleurs s'ouvraient. Et moi, j'étais libre. Et voilà, la fin de mon histoire. À 68 ans, après 50 ans de mensonges, je suis renée. Un coffre a tout ouvert. Mais ce coffre a aussi ouvert la porte de l'avenir. Que puis-je vous dire? Ceci. Il n'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais trop vieux pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre la vérité. Et vous n'êtes jamais trop heureux pour être vous-même. Si vous êtes actuellement dans un mariage malheureux, dans une relation pleine de mensonges, avec quelqu'un qui ne vous voit pas, partez. Sortez. Libérez-vous. La vie est courte. Trop courte pour vivre les mensonges de quelqu'un d'autre. Écrivez-moi dans les commentaires, avez-vous aussi un coffre verrouillé à ouvrir? Une vérité que vous avez peur d'apprendre? Ou peut-être avez-vous déjà ouvert et avez-vous recommencé? Appuyez sur le bouton j'aime pour que cette histoire touche plus de femmes. Abonnez-vous, parce que j'ai plus d'histoires. Et rappelez-vous, la liberté est possible à tout âge. Je suis Madeleine, j'ai 68 ans, et je suis enfin libre. Je vous envoie tout mon amour à tous. Et souvenez-vous, vous êtes fortes, toutes vous.